Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons donc découvert que l'Iliade et l'Odyssée ont été composées au 8e siècle avant Jésus-Christ par Homère, un Naède, et qu'il s'agit des deux plus anciennes œuvres de l'histoire de l'Europe. Alors plongeons-nous à présent dans quelques extraits de l'Iliade et de l'Odyssée. Je dois vous dire d'abord pour commencer que l'Iliade est un récit qui ne retrace pas la totalité de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens. En fait, l'Iliade d'Homère ne couvre que 15 jours lors de la 10e année de guerre, puisque cette guerre aurait duré 10 années. 10 années pendant lesquelles les Grecs auraient encerclé la ville de Troie sans pouvoir remporter de victoire décisive contre eux, car la ville de Troie était protégée par de très hautes murailles qui auraient permis aux Troyens de rester à l'abri de ce siège. Alors puisqu'Homère ne raconte pas la totalité de ces 10 années de guerre contre la ville de Troie, ni le commencement de la guerre, eh bien ce sont d'autres auteurs de l'Antiquité qui nous ont permis d'avoir une vision globale de cette guerre de Troie, au cours de laquelle, nous le verrons, les dieux et les déesses de l'Olympe ne vont cesser d'intervenir. Alors d'après d'autres auteurs, pourquoi la guerre de Troie a-t-elle commencé ? Tout a commencé lors d'un banquet de mariage dans le monde des dieux. Les dieux ont été réunis pour célébrer les noces de l'une des déesses, Thétis, avec un homme mortel. Une seule déesse n'a pas été invitée à ces noces. Il s'agit d'Éris, la déesse de la discorde, qui risquerait bien évidemment d'apporter la mésentente et la dispute dans ce mariage d'amour. Mais Éris, apprenant l'existence de ce mariage, est furieuse et décide de se venger. Elle fait alors irruption dans le banquet alors que nul ne l'avait conviée, et elle jette sur la table du banquet une pomme d'or sur laquelle figure une curieuse inscription à la plus belle. À ce moment, 3 déesses se dressent pour saisir la pomme, et la rivalité, bien évidemment, s'installe immédiatement entre ces 3 déesses. Il s'agit de Aphrodite, la fille de Zeus, déesse de la beauté et de l'amour, Héra, l'épouse de Zeus, la déesse des mariages et des naissances, et enfin Athéna, une autre fille de Zeus, déesse de la sagesse mais aussi de la guerre. Aphrodite, Héra, Athéna, des 3 déesses, laquelle sera déclarée la plus belle ? On demande l'avis de Zeus, du maître de l'Olympe, mais Zeus refuse d'arbitrer et de prendre parti. Il décide que le choix doit revenir à quelqu'un qui aurait un avis impartial. Il choisit un homme mortel. Cet homme, c'est Paris. Or, Paris est prince de la ville de Troie. C'est le fils du roi de Troie, le fils du roi Priam. Les 3 déesses descendent alors sur terre, se présentent devant Paris, lui remettent la pomme, et celui-ci devra remettre la pomme à celle qu'il considère comme la plus belle. Les 3 déesses rivalisent d'adresse pour obtenir la faveur du jeune prince. Paris, fils de Priam et d'Écube, prince de Troie. La pomme d'or, devenue pour les dieux pomme de la discorde, sera donc déposée dans la main innocente d'un simple mortel. Héra toise Paris et parle ainsi. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te donnerai un royaume comme nul mortel n'en a jamais possédé, et sur lequel tu régneras en seul maître. Tu seras le plus grand roi que la terre ait porté. Paris, ravi, s'apprête à désigner Héra. Mais aussitôt, Athéna s'interpose. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te rendrai à jamais invincible au combat. Nulle épée ne te blessera, nul javelot ne te transpercera. Tes ennemis redouteront ton nom, et la victoire toujours sera tienne. Tu deviendras le plus grand héros que la terre ait porté. Paris
Paris, conquis, est sur le point de désigner Athéna. Lorsqu'Aphrodite, d'une voix enjôleuse, lui dit « Paris, si tu me désignes comme la plus belle, alors je t'offrirai la main de la plus belle femme que le monde ait jamais vue. Tu seras le plus grand amant que la terre ait porté. » Paris, sans hésiter, offre la pomme à Aphrodite. Aphrodite dénoue sa ceinture. C'est une ceinture au pouvoir magique qui rend irrésistible quiconque la porte. Elle l'offre à Paris. Quelque temps plus tard, le roi Priam envoie son fils Paris en mission auprès du roi de Sparte, le puissant Ménélas. Paris prend la mer et arrive dans la cité grecque. Mais une ombre le suit, celle d'Aphrodite. À Sparte, Ménélas accueille Paris avec la chaleur et le respect que l'on doit à un prince. Il l'invite à sa table, lui sert les plats les plus exquis, arrosés des meilleurs crus de Grèce. Sa femme est à ses côtés. Elle s'appelle Hélène. Hélène de Sparte. Elle est, de toutes les créatures mortelles que la terre ait comptées, la plus belle. Elle fut aussi... Vous avez donc compris que le prince de Troie, Paris, a choisi Aphrodite, et que celle-ci lui a promis l'amour de la plus belle femme du monde. Or, la plus belle femme du monde est Hélène, et Hélène est déjà l'épouse du roi de Sparte. Mais chose promise, chose due, Paris se rend à Sparte et échange avec Hélène des regards brûlants d'amour. Paris demande à Hélène de tout quitter et de le suivre à Troie pour devenir sa femme. Hélène cède à sa demande sans opposer la moindre résistance. Elle est ensorcelée par Aphrodite. Dans leur insouciance, entièrement livrés à leur passion, les deux amants n'imaginent pas un instant les terribles conséquences qui découleront de leur union. Paris enlève donc Hélène pour la mener à Troie. Lorsque le roi de Sparte, Ménélas, découvre l'enlèvement, il est ivre de colère. Pareil affront ne peut rester impuni. Pour venger cette offense, Ménélas fait appel à son frère Agamemnon, le souverain de Mycène, le plus puissant des rois grecs. Agamemnon réunit alors sous son commandement tous les rois de Grèce, qui acceptent alors de lutter contre la ville de Troie et de venger Ménélas. Parmi eux se trouve le roi d'Ithaque, Ulysse, et d'autres guerriers redoutables, comme le puissant Achille. Achille est le plus fameux guerrier du camp achéen, car dans l'Iliade, les Grecs sont appelés les Achéens. Retenez ceci, les Grecs sont appelés les Achéens dans l'Iliade. Or, quand il était bébé, la mère d'Achille, qui est la déesse Thétis, l'a trempé dans le fleuve des enfers, le Styx, ce qui l'a rendu invincible. Il est invincible, mais il conserve un point faible. Son point faible, c'est son talon droit, par lequel sa mère l'a tenu pendant qu'elle le plongeait dans le fleuve. Donc, Achille n'est pas tout à fait invulnérable, puisqu'il conserve un point faible. Ainsi, sous le commandement d'Agamemnon, une immense armée composée de rois et de héros de toute la Grèce, qu'on appelle donc les Achéens, s'élance en direction de la ville de Troie. Une flotte composée de milliers de bateaux débarque devant la ville de Troie. Les Achéens campent au bord de la mer près de leurs bateaux, dans le but d'affronter sans relâche les Troyens. Vous avez donc d'un côté les Grecs, les Achéens, et de l'autre les Troyens. Parmi les Troyens se trouvent également de grands héros, en particulier Hector, qui est le frère de Paris, le fils aîné du roi Priam, et c'est lui qui commande l'armée des Troyens puisque son père, le roi Priam, est trop âgé. Hector est un guerrier qui fait preuve d'une très grande valeur au combat. Les Achéens campent pendant 10 années sous les murailles de Troie,
mais ils ne parviennent pas à les vaincre. Et c'est alors que commencent les événements racontés dans l'Iliade. L'Iliade raconte seulement donc un épisode marquant de cette 10e année de guerre. Il s'agit de la querelle qui éclate entre Agamemnon, le chef de l'expédition grecque, et Achille, le plus fameux guerrier grec, le plus fameux guerrier achéen. Alors que s'est-il passé pour qu'une dispute éclate dans le camp grec? Alors pour résumer, lors des combats précédents, Achille avait réussi à capturer une Troyenne qui était devenue sa prisonnière et qui porte le nom de Briséis. Or Agamemnon exige que Achille se sépare de sa prisonnière pour qu'elle devienne sa propre captive. Achille est alors contraint de lui céder, mais fou de rage, il se retire dans sa tente en déclarant qu'il ne prendra désormais plus part au combat puisqu'on le traite si mal. Sans Achille, les Achéens vont de défaite en défaite face aux Troyens, menés par Hector. Sans Achille donc, les Grecs ne remportent plus aucune victoire face aux Troyens. Patrocle, le cousin et compagnon intime d'Achille, prend alors les armes d'Achille et reprend le combat contre les Troyens. À la place d'Achille, et en conduisant l'armée d'Achille, l'armée des redoutables Myrmidons. Mais malheureusement Patrocle est trop faible au combat et il se fait tuer par Hector le prince troyen. Il voit à peine un homme marcher droit sur lui. Hector. De sa lance, Hector le frappe au bas-ventre et pousse le bronze jusqu'à la garde. Patrocle tombe avec fracas et sombre en un instant dans le gouffre de la mort. Hector s'empare des armes sublimes du héros mort. Ainsi le veut la tradition. C'est muni des armes d'Achille qu'il poursuivra désormais le combat. C'est donc Hector qui possède désormais les armes d'Achille, armes merveilleuses qui le protègent de la mort. Quand Achille apprend la mort de son ami, il est désespéré et lui organise des funérailles grandioses. Brûlant de le venger, Achille décide de reprendre alors la guerre et réclame un combat singulier contre le prince troyen Hector. Étudions à présent un extrait de l'Iliade avec le combat singulier entre Achille et Hector.